Bienvenue à vous tous à cette nouvelle formule de ce qu'on appelait avant les stages ou les rotations positionnelles. Mon nom est Michel Perrault, je suis rattaché à l'Institut Douglas. Je suis chercheur, mais aussi je fais de la recherche appliquée et à l'occasion, remplace et délégué pour certaines activités qui touchent l'hôpital. Et celle qu'on fait, ça s'inscrit dans le cadre du programme de formation croisée qu'on a débuté en 2002. Et à l'époque, même, il y avait l'autre maison qui est une équipe qui présente aujourd'hui. Et il y avait aussi le CLSC de Verdun. Et avec les années, tout ça a pris une grande envergure. L'idée, c'est surtout d'amener les gens qui travaillent dans différentes ressources qui touchent les patients qui ont des troubles de santé mentale et de toxicomanie à mieux se connaître pour faciliter la communication et éventuellement la continuité des services. On peut difficilement référer à des endroits dont on ne connaît même pas l'existence et la complexité de notre système, le fait qu'il y ait du roulement de personnel et que ça bouge toujours et les multiples réformes font que on a besoin de mieux savoir qu'est-ce qui se passe dans les services. Alors, on avait coutume de faire des stages d'une journée dans les différentes ressources et c'était particulièrement apprécié, par exemple, avec les policiers et les organismes communautaires. Et ce qui nous a amené à poursuivre ce programme-là depuis ces années-là, sauf qu'avec le confinement, en fait nous, on essaie de déconfiner dans ce programme-là, puis on ne peut plus faire des échanges de la même façon. Donc, on tente aujourd'hui une nouvelle formule et on expérimente tous ensemble. Et c'est d'autant plus important que vous puissiez, au terme de la session, inscrire vos commentaires sur la formule d'évaluation qu'on va vous transmettre. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est différent des grandes sessions de formation peut-être par lesquelles vous avez connu le programme. On a 6000 intervenants qui sont passés dans ces grandes sessions-là. Ça aurait été la 20e sur les opioïdes en mars. Mais le 15 octobre, on va lancer une formation en ligne qui va se substituer à l'événement qu'on aurait dû faire en présentiel. Puis avec les plus, il y a des moins, mais il y a beaucoup de plus aussi à pouvoir fonctionner de cette manière-là. Alors, soyez les bienvenus à cette journée. Un grand merci à nos présentateurs d'aujourd'hui et à vous tous qui participez à distance. On innove et ça demande des ajustements de toutes parts. Alors, moi, j'ai des instructions à vous transmettre, en fait, pour faire de vous, je dirais, de meilleures personnes, hein? Mais en fait, au moins en ce qui concerne la session à laquelle on va participer. Le déroulement des présentations, c'est très court, ce qu'on a. Et tout le monde a été assez ambitieux de mettre plusieurs organismes, mais des présentations qui durent de 5-6 minutes. Ce que je vous propose, les présentateurs qui sont anxieux, là, puis qui se demandent où je m'en vais, je vais me permettre à 1 minute de la fin de vous faire un signal. Je vais intervenir juste pour vous signaler. C'est tellement court que j'ai peur qu'on manque beaucoup de morceaux. Si vous dépassez votre temps, on a Richard ici, l'équipe technique. Ce qu'ils font, c'est qu'il y avait 2 choix. Où ils vous envoient une décharge électrique de 15 000 volts ou on vous flush dans le dark web et on ne vous verra plus jamais dans l'espace nuagique. Mais c'est des risques à prendre, donc vous avez intérêt à respecter votre temps. En fait, j'ai vu comment on animait un débat hier parce que j'ai suivi à la télé les 2 candidats à la présidence et j'ose espérer qu'on va être un petit peu plus disciplinés. On a quand même des plus hautes visées. Alors, pour les gens qui participent, vous avez au bas de votre écran un Q&A, questions et réponses, question and answers. Vous pouvez inscrire vos réponses tout au long des présentations. Donc, on va avoir on a 6 présentateurs. On va avoir une série de présentations très brèves. Et si vous avez des questions, inscrivez-les dans le Q&A. Et Léonie qui va tout compiler ça et je vais lui donner la parole au terme de toutes les présentations. Puis on va revenir
aux questions qui sont rapportées à chacune des présentations. On va faire un petit bloc de 5 minutes de questions pour chacun. Alors, on a prévu 1 heure pour l'ensemble de l'événement. La session va être enregistrée. Alors, vous n'avez pas besoin de tout noter de manière compulsive. Vous allez pouvoir revoir la session, la partager avec d'autres. Juste noter l'adresse Internet formationcroisée.com où vous allez pouvoir trouver l'information. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter, en fait, ma présentation touche les services d'urgence. Alors, on a la chance d'avoir des services qui sont l'urgence psychiatrique, les centres de crise qui travaillent dans la communauté ici, et 3 présentations de la SPVM. Et là, c'est particulièrement intéressant pour nous d'apprendre de ces gens-là qui ont accepté et qui participent au programme depuis le tout début aussi, de les entendre. Alors, ce que je m'empresse de faire, c'est de démarrer la première présentation en présentant Guillaume Gagnon, qui est infirmier clinicien, qui travaille au Douglas depuis 11 ans et qui travaille depuis 5 ans à l'urgence du Douglas, qui va nous décrire les services de l'urgence. Et pour cette présentation et les autres, c'est surtout de décrire les programmes pour qu'on les connaisse. Et donc, c'est très court. Et Guillaume, je vous invite à démarrer le bal. Parfait. Merci, M. Perrault, pour l'invitation. Merci à tout le monde d'être là aujourd'hui. Donc, compte tenu que le temps nous est compté, on va essayer d'aller avec nos contraintes. Donc, pour l'urgence, notre clientèle visée, on parle de 18 ans et plus, et je vous ai mis des facteurs d'exclusion parce que malheureusement, le Douglas n'est pas un centre de soins généraux. Donc, la clientèle suivante, on ne peut pas vraiment leur donner des services quand ils arrivent dans notre urgence. Donc, on parle de conditions médicales aiguës, traumatisme physique, intoxication qui peut être drogue, alcool ou toute autre substance, les troubles neurocognitifs, les déliriums, surtout c'est les personnes âgées, et les pertes d'autonomie liées à une condition médicale. À l'urgence psychiatrique, on ne fait pas les demandes d'expertise médicale ou de capacité parentale. Donc, l'expertise médicale, ça peut être nos collègues qui sont pas là aujourd'hui, de la clinique d'évaluation de psychiatrie légale. Ensuite, on va pouvoir aller à notre offre de service. Donc, quand on arrive dans une urgence, là, ça a changé un peu avec le COVID. Donc, on va avoir les questions pré-COVID dans l'attente à l'extérieur. Par la suite, à l'intérieur, on va avoir le triage infirmier. Donc, on va faire l'évaluation de la condition physique et mentale. L'évaluation dure environ une quinzaine de minutes. Au besoin, on peut avoir la consultation avec le service social. On a la chance d'avoir une travailleuse sociale de disponible. Et bien entendu, une urgence psychiatrique, c'est pour voir le psychiatre. Donc, le psychiatre va faire l'évaluation de l'état mental. Il va avoir des congés ou des références à différents partenaires. Et dans certains cas, il va avoir les demandes d'hospitalisation. Pour les critères de référence, je vous réfère aux critères A du CADS, mais pour faire simple, il faut que la condition médicale requiert des soins dans un délai de 3 jours. Et dans certains cas, pour nos collègues du SPVM, on peut faire l'aptitude à comparaître dans le but qu'ils puissent quitter pour la détention. Nos notes d'arrivée, on peut avoir sur pied, ambulance, ça peut être des proches ou des intervenants qui nous amènent les patients. Dans certains cas, on va avoir les arrivées forcées, donc des fois avec les P38 ou lors des remises en liberté. Et pour les transferts d'établissement, ben là, c'est moi qui s'en occupe étant donné que je suis l'infirmier de liaison. Donc, la procédure pour référer, donc, quand c'est un usager dans la communauté, on demande de faire le 811. Quand il s'agit d'un transfert inter-établissement, ben, on appelle le service de liaison, donc le 514-761-6131, extension 3230. Donc, ce numéro-là, c'est vraiment pour la clientèle hospitalière, dans certains cas, des cliniques externes, urgence santé ou SPVM. L'autre maison où le centre de crise peut nous appeler, le CLSC, les cliniques médicales.
Si vous êtes un partenaire communautaire, c'est préférable de passer avec notre travailleur social qui est Laurence Côté au 514-761-6131, extension 2223. Donc, pour les autres informations pertinentes, donc on peut avoir certains obstacles. Donc, quand on a un patient qui arrive avec des critères d'exclusion, donc ça m'est déjà arrivé un soir, je suis au triage et j'ai une dame qui arrive avec son fils qui est accompagné et malheureusement, il y avait une tentative suicidaire fraîche, donc malheureusement, notre centre n'est pas équipé pour ça. On a dû faire venir urgence santé et transférer, donc ça a retardé les délais de soins. Des attentes qui peuvent causer des obstacles, c'est l'attente que la personne sera internée pour toujours. On est une urgence psychiatrique. C'est les médecins qui décident des hospitalisations. Les enjeux de confidentialité peuvent causer des problèmes quand il y a des demandes d'information de la part des partenaires. Et bien sûr, les facteurs facilitants, c'est la communication. Donc, merci de votre temps. Je vais être disponible pour la période de questions un peu plus tard. Merci beaucoup, Guillaume. C'est fantastique d'être discipliné comme ça. Même, ça me donne un petit peu de jeu. Alors, tant mieux, ça va nous faire plus de temps pour les questions. Et on a fait vraiment un survol rapide des services. Je vous rappelle que le PowerPoint va être aussi disponible sur le site web. Donc, les informations qui apparaissent dans les diapos que vous avez utilisés, Guillaume, vont aussi apparaître plus loin si les gens jamais veulent consulter le site web. Alors, on poursuit avec la présentation du centre de crise L'Autre Maison avec Cindy Subaï et Marie-Claude Stevens. Cindy est intervenante à L'Autre Maison depuis 15 ans, plus de 15 ans, puis Marie-Claude, c'est depuis plus de 12 ans, donc c'est des gens qui connaissent bien le domaine et qui ont aussi survécu à différentes réformes et différentes réorganisations. Et qui en vivent d'autres actuellement avec la COVID. Je vous remercie de participer. Puis en fait, vous siégez sur le comité d'orientation du programme de formation croisée, partenaire du tout début, là, depuis 2002. Alors, c'est un grand plaisir de vous entendre aujourd'hui. Alors, à vous. Alors, bonjour, moi c'est Cindy du Centre de crise L'Autre Maison. Je vais commencer, puis par la suite, ma collègue Marie-Claude va prendre le relais. Alors, le centre de crise existe depuis plus de 30 ans dans la communauté et il fait partie d'un mouvement social alternatif en santé mentale au Québec. Et on part vraiment sur les principaux fondamentaux d'une approche alternative qui est basée vraiment sur la primauté de l'exercice des droits, l'appropriation du pouvoir de l'individu collectif, puis un enracinement dans la communauté. Et vraiment, c'est aussi au niveau de l'engagement social politique, la reconnaissance de la parole et de l'expérience, une vision critique de la psychiatrie et des rapports de pouvoir, une vision, critique de la psychiatrie traditionnelle, des rapports de pouvoir égalitaires, un préjugé favorable envers les personnes utilisatrices des services, puis une attention qui est portée sur la globalité de la personne et une façon autre d'accueillir la souffrance. Vraiment, nous, c'est important que l'usager soit au cœur des interventions, qu'il s'approprie, il y a une parole sur ce qu'il dit, ce qu'il voit et tout. Vraiment, là-dessus, ça fait à peu près plus de 30 ans qu'on travaille dans ce mouvement-là et dans ces valeurs-là. Il y a aussi, on offre un service d'accueil, d'intervention, d'hébergement temporaire aux adultes en détresse émotive et de la crise d'adaptation particulière à ceux qui ont des troubles sévères de santé mentale. Et les services au centre de crise L'Autre Maison, on est disponible 24/7, tout le temps. Il y a un accès à un intervenant au niveau du téléphone 24 heures sur 24. Il y a une évaluation qu'on offre, un suivi à court terme, l'hébergement de crise 24/7, suivi intensif de crise, intervention dans le milieu de vie et intervention post-traumatique. Pour la suite des diapositives, ma collègue Marie-Claude va prendre le relais. Oui, bonjour. Donc, merci de nous permettre de faire cette présentation. Alors, pour continuer, je vais y aller rapidement avec qui utilise nos services. Ben, c'est toute personne vivant une situation de crise ainsi que ses proches.
Puis si on y va simplement, une crise, mais c'est une période de déséquilibre que toute personne peut vivre, hein, dont ses stratégies habituelles fonctionnent plus. Alors, ça peut être une crise situationnelle, là, on parle d'une rupture, un deuil, déménagement, une crise suicidaire, peut subvenir à différents niveaux, mais ça peut être aussi pour éviter une hospitalisation ou une transition aussi avec des services psychiatriques déjà reçus. Crise associée à des troubles modérés, transitoires ou sévères de santé mentale. C'est sûr que nous, on va quand même prendre en considération la personne avant son diagnostic et c'est pas nécessaire non plus d'avoir un diagnostic pour recevoir des services en autre maison. Et aussi des crises associées à des traumas. Donc, c'est choses qu'on peut voir. Qui peut faire une demande de la personne elle-même, un proche parent, ami ou une connaissance, un intervenant d'un organisme communautaire, d'un service municipal ou gouvernemental, un intervenant médecin d'une clinique privée, d'un CLSC ou d'un hôpital, et le policier, UPS Justice. Alors, pour continuer, les facteurs facilitant l'offre de service, nous devons toujours parler avec la personne qui fait une demande d'aide. Donc, c'est un service volontaire. Donc, ça, pour nous, c'est important d'impliquer justement la personne dans sa démarche. Alors, elle doit pleinement collaborer. Ça, c'est aussi très important. Et concerter avec l'équipe traitante ou tout autre professionnel impliqué auprès de la personne. Donc, pour nous, c'est important aussi, même dans la continuité de notre service. Donc, ça permet de travailler en collaboration, puis d'assurer un filet de sécurité aussi, toujours en renommant qu'on est du court terme, donc le fait aussi de faciliter les collaborations. Obstacle à l'offre de service, mais si la personne cherche un centre de désintoxication ou si la personne est en sevrage, bon, on va référer vers le service approprié. Et s'il y a une non-collaboration, là, ça va limiter l'aide qu'on va pouvoir offrir à ce moment-là. Donc, voilà notre ligne d'intervention, 514-768-7225-24-7. On est toujours présent. Merci beaucoup, Cindy et Marie-Claude. C'est très apprécié, ce survol rapide. Puis, comme je le dis, s'il y a des gens qui ont des questions, peuvent les inscrire sur les questions-réponses. On va tout ramasser tantôt pour revenir. Et vraiment, merci. Alors, on passe en fait, on a un bloc de 3 présentations qui viennent de la SPVM. Et si je me permets, je vais vous présenter rapidement les 3, donc vous allez pouvoir enchaîner s'entendre un après l'autre. Alors, ici, j'ai... en fait, dans le plan, on a un programme qui touche la réponse en intervention de crise, et c'est Dominique Duquette, qui est agent conseiller à l'SPVM, qui va faire la présentation. Ensuite, on a... écoutez, je vais le prendre dans ce cas-là. Non, c'est parce que vous avez 12 minutes les 3 ensemble. J'aime mieux tout de suite annoncer les 3 personnes, puis vous pourrez vous séparer le temps entre vous. Ensuite, on a le programme... On a l'urgence psychosociale justice et on a l'équipe de soutien aux urgences psychosociales. Et les autres présentateurs, ça va être Karine Genet, qui est travailleuse sociale et spécialiste en activité clinique au CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Et ensuite, la constable Annie Fortin, qui est policière à l'équipe ESUP depuis 5 ans. Alors, je vous invite à y aller, Dominique, avec la première de ces 3 présentations de la SPVM. Bien, bonjour tout le monde. Je vous présente ma collègue, ma partenaire Julie Bérubé, qui est agent conseillère au dossier santé mentale au SPVM. Nous, on travaille en étroite collaboration pour les agents, les agentes sur le terrain. En 2013, on a fait la formation réponse intervention de crise pour les patrouilleurs. C'est une formation de 40 heures initialement. Là, maintenant, elle est un petit peu adaptée à 32 heures, mais bon, l'objectif, c'est d'outiller les polices en technique de désescalade pour intervenir auprès de gens en crise. On a vu dans d'autres intervenants tantôt qui nous détaillaient les types de crises. Donc, on œuvre dans le même domaine, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir
un diagnostic ou quelque chose. Donc, quelqu'un qui perdrait ses repères et qui aurait un appel de service passé au 911, on va intervenir auprès de ces gens-là. Nos policiers policières, RIC, vous allez voir dans la prochaine slide tantôt, là, ils sont à la fin de la formation. Vous l'avez vu sur la slide précédente, là, pardon, sont identifiés avec un brassard bleu à l'épaule. Je ne sais pas si on peut juste le remontrer une seconde. Ouais, c'est ça. Le brassard bleu que vous voyez à l'épaule, les policiers qui ont suivi qui ont eu la formation sont identifiés comme ça. Le réseau de la santé nous reconnaît maintenant depuis 2013 avec ça. Sachez que si vous voyez là, c'est que ces policiers-là ont eu la formation et ont développé une certaine expérience et une connaissance dans le domaine. Si on peut remettre... oui, merci. Voilà. Donc, l'objectif, c'est vraiment une intervention sécuritaire pour tout le monde, désamorcer la situation. L'offre de service, c'est environ 300 patrouilleurs en ce moment à la gendarmerie. Il y a minimalement toujours un patrouilleur dans le poste de quartier. Donc, Douglas, si on parle du poste de quartier 16 qui vous dessert, il y aurait au moins minimalement à toutes les relèves un patrouilleur formé, RIC, qui agit aussi comme agent multiplicateur auprès de ses pairs, référents. Donc, on est disponible dans tous les postes de quartier. Ce que je veux que vous compreniez, par contre, avant de poursuivre avec le reste, c'est que nos policiers, on a entendu tantôt Guillaume qui nous parlait de la P38. Donc, je pense que c'est pas mal tout le terme que tout le monde utilise ici dans vos termes cliniques, P38. Ce que vous devez savoir, c'est que nous, les policiers, quand on applique la P38, je mets des guillemets, c'est qu'on travaille de concert avec soit Urgence psychosociale ou l'équipe de soutien en urgence psychosociale, là, ESUP. C'est avec les intervenants, vont nous conseiller un transport et l'application de la P38. Autrement, quand les policiers font face à des situations réelles de danger pour une personne, on n'a pas besoin d'appliquer la P38. Nous, on appelle ça la common law. Donc, on agit selon la mission de la police, c'est de préserver la vie des gens. Donc, sachez, par contre, que les critères sont sensiblement les mêmes, soit en P38 ou en common law. Mais l'objectif ultime, c'est de préserver la vie des gens et leur sécurité. Donc, tout citoyen qui ferait appel au 911 concernant un appel à une personne en crise, on peut appeler un agent RIC pour contribuer à. Ce ne sont pas des agents socio-communautaires, donc des agents qui vont faire des suivis. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de référence possible. On peut pas, la personne qui appelle le 911 ne peut pas demander à un agent RIC spécifiquement. Par contre, lorsque les patrouilleurs arrivent, s'il n'y a pas d'agent RIC et que la personne en crise a déjà eu des bons contacts, des contacts positifs avec un agent RIC, bien, s'il en fait la demande, les policiers patrouilleurs vont pouvoir faire cette requête-là sur les ondes radio, puis on va approcher un policier ou une policière RIC. Donc, je vous disais d'entrée de jeu, la formation est de 4 jours. On développe des connaissances et des capacités d'analyse de cette clientèle particulière chez les patrouilleurs. Il y a Palmer, qui est médecin, qui est psychiatre à Notre-Dame, qui est participant fondateur de cette formation-là. Et on a d'autres psychiatres aussi. On a des intervenants d'urgence psychosociale de justice qui viennent aussi faire des activités, des fiches cliniques, des cas cliniques avec les participants. On a une journée complète de scénarios pour la pratique. Et puis, voilà. Après ça, ces patrouilleurs-là, ils œuvrent auprès de leurs pairs. Ils ont 3 mandats. Donc, l'intervention directe avec des personnes en crise, le soutien de leurs collègues qui feraient face à une intervention policière auprès d'une personne en crise ou dont l'état mental est perturbé. Et, je vous dirais, la participation à mise à niveau, mais faire connaître des agents multiplicateurs, c'est le terme que je cherchais, pour leurs pairs, leurs confrères, leurs consoeurs qui n'ont pas eu cette formation-là. L'objectif, naturellement, vous ne serez pas sans savoir qu'on, pour le moment, on n'est pas en mesure de former 2500 patrouilleurs, mais avec ces 300 agents-là, qui agissent à titre d'agents multiplicateurs, on arrive à informer l'ensemble de nos patrouilleurs dans ce type d'intervention particulière-là. Fait que c'est ce qui conclut pour moi pour les agents RIC. Si vous avez des questions, je ne vous pas. Je vais passer la prochaine intervenant. Voilà.
Bonjour. Dans le fond, je me présente. Je suis Karine Genet, spécialiste en activité clinique pour l'équipe de UPS Justice et des UP. Je vais juste rectifier peut-être dans la présentation initiale. Là, on parlait là, de 3 services du SPVM. C'est en fait 2 services du SPVM puis un service du CIUS Centre-Sud pour UPS Justice. On va commencer avec les UP. Je vais inviter ma collègue Annie à donner un peu là, le côté policier des UP, puis je prendrai le relais sur le côté intervenant. Donc, bonjour. Moi, je vais vous parler de l'équipe de soutien aux urgences psychosociales, le plus couramment appelée ESUP. Nous sommes une équipe formée d'un policier et d'un intervenant provenant d'UPS Justice. Nous patrouillons ensemble dans le même véhicule semi-banalisé et nous sommes appelés par les policiers seulement ceux qui sont sur les appels. Aucune ressource peut faire appel à nous pour une intervention. Il faut passer d'abord par le 911. Notre rôle est principalement d'intervenir pour évaluer la dangerosité d'une personne avec état mental perturbé ou que ce soit une crise quelconque, que ce soit une crise sporadique ou un état mental qui se dégrade avec le temps. Notre rôle est d'évaluer la dangerosité de cette personne-là. Si le transport forcé n'est pas nécessaire, ça va être de s'assurer un arrimage avec les ressources existantes, soit l'autre maison, soit d'autres ressources aussi, les centres de crise. On va s'assurer que cette personne-là puisse être référée au CLSC si elle désire, si c'est ce qu'elle désire, excusez. Notre rôle est vraiment d'intervenir lorsque la crise est minimalement contrôlée. On ne va pas jamais intervenir avec une personne barricadée ou qui représente un danger, considérant le fait que nous sommes une équipe mixte. Le duo de policiers doit d'abord s'assurer de la sécurité là, de notre équipe lorsqu'on se présente sur les lieux. On travaille 7 jours sur 7, de 7h30 à minuit le soir. Donc, c'est un peu ça. Dans le fond, le but de notre équipe, c'est d'éviter la judiciarisation inutile de certaines personnes qui représentent, qui ont une maladie mentale ou qui ont un état perturbé. Ou, dans d'autres cas, ça va te forcer le transport vers un hôpital si la personne représente un danger pour elle ou pour autrui. Souvent, on a vu des gens être judiciarisés alors que c'était l'état mental qui était prioritaire dans la situation. D'autres cas qui étaient transportés à l'hôpital alors que la personne devait être judiciarisée. Donc, le service a réussi à mettre en place cette équipe mixte-là qui fait en sorte d'assurer le meilleur suivi à la personne sans lui causer trop de préjudice. Est-ce que je prenne un petit peu de relais? Oui, vas-y donc, parce que j'ai pas mal dit ce que j'avais à dire. Là. Dans le fond, au niveau des rôles, là, dans ESUP, il va vraiment avoir la combinaison des 2 rôles, le rôle policier puis le rôle intervenant. Ils vont vraiment se marier ensemble dans le but vraiment d'aller chercher la meilleure référence qui est nécessaire. Quand l'intervention va se faire sur les lieux de la crise, parce qu'on est là quand même assez rapidement sur l'ensemble du territoire de l'île de Montréal, ce qui est important, c'est que selon l'arrimage qu'on aura à faire, intervenant, l'équipe ESUP va accompagner quand c'est nécessaire à l'hôpital, va assurer le bref suivi, donc vraiment l'arrimage de l'information. Il n'y aura pas de suivi qui va se faire par après. C'est vraiment au niveau de l'intervention, les liens avec les ressources qui vont être nécessaires, puis après, les équipes se retirent complètement. Mis à part, on va réintervenir auprès d'une personne s'il y a d'autres crises subséquentes par après, mais on ne fera pas de suivi sur la situation. Donc ça, c'est une des choses qui est souvent importante parce que des fois, il y a des gens qui pensent qu'on fait le suivi, mais nous, c'est vraiment juste l'arrimage rapide à l'hôpital, assurer l'information pour que les gens soient au courant de la situation de crise et on va orienter vraiment en lien avec notre contexte de loi 38. Le service de ESUP va être sur les premières et deuxièmes relèves policières ou la deuxième et troisième relève, là, je viens m'aider un peu là-dessus, Annie. Donc, c'est de jour et de soir seulement. Puis EPS Justice prend le relais pour les équipes, pour le service aux policiers, pour la nuit à ce moment-là. Ce qui m'amène à présenter un petit peu UPS Justice puis les variantes qui viennent par rapport à ESUP, mais je resterai sur la diapositive précédente. UPS Justice va faire des interventions auprès des gens de 14 ans et plus qui présentent un état mental perturbé.
ou altérés à risque de danger pour eux-mêmes et pour autrui. Donc, c'est pour les personnes qui vont nécessiter, dans le fond, l'estimation d'état mental. On va intervenir dans un contexte vraiment où on va essayer d'offrir, par exemple, éviter que la personne soit judiciarisée quand c'est pas nécessaire. On va tenter d'éviter, dans certains cas, réduire l'incarcération préventive, ce qui veut dire que des fois, UPS Justice va pouvoir intervenir quand la personne a été arrêtée et détenue. Nous, on va aller la rencontrer selon l'état dans lequel elle est en détention. On va aussi intervenir à la demande, dans le fond, nous, principalement des intervenants, des policiers, contrairement à ESUP où c'est exclusivement des policiers. Donc, UPS Justice, les demandeurs vont être les intervenants qui sont aux prises avec une personne qui collabore plus ou moins, qui présente un risque de dangerosité pour lequel on est inquiet. C'est une intervention qui va se faire vraiment sur les lieux de la crise avec la présence du demandeur, donc de l'intervenant, ce qui va être primordial pour pouvoir, on peut se faire l'intervention, désamorcer la crise, voir si on a à recommander ou non l'application de la P38. Lorsque ce n'est pas nécessaire, à ce moment-là, ben nous, on va faire les références qui sont soit dans un centre de crise, un CLSC, ce qui va être nécessaire des fois aussi auprès des équipes traitantes. UPS Justice va aussi offrir le support téléphonique aux partenaires, ce qui veut dire que si un partenaire, un intervenant fait face à une situation inquiétante, il ne sait pas si ça nécessite une intervention d'urgence, il veut des conseils, est-ce que c'est une situation pour laquelle je devrais faire une requête en tant qu'intervenant ou est-ce que j'ai d'autres pistes de solutions ou d'intervention à faire avant qu'il y ait une intervention de crise ou d'urgence. On veut prévenir les interventions et la détérioration de la situation. Donc, on va être là pour conseiller les intervenants. Et si c'est nécessaire, à ce moment-là, on pourra se déplacer pour une intervention. La clientèle, elle ne peut pas faire appel directement à nous. Ça, c'est important de le savoir. Lorsque la clientèle est volontaire, elle vit une situation de crise, mais c'est là qu'eux, on va les référer beaucoup plus au centre de crise parce qu'ils ont comme une adhérence à vouloir avoir de l'aide. La majeure partie des clientèles qu'on va voir à UPS sont quand même un peu plus réfractaires où la collaboration est mitigée. Donc, c'est ce qui va faire qu'on va faire ce type d'intervention-là. On intervient de deux façons pour avoir accès à nos services, soit via une ligne d'urgence qui est remise aux partenaires de façon confidentielle, que la clientèle n'a pas vraiment accès. Et il y a notre ligne téléphonique qui sert plus à ce niveau-là de conseils là, quand c'est nécessaire. Il y a aussi, au niveau du PS Justice, un autre mandat d'intervention en contexte de deuil, dans des situations où il y a un deuil traumatique de nature non criminelle. Donc, souvent, ça, c'est des policiers ou des ambulanciers qui sont sur les lieux, par exemple, d'un suicide ou d'une mort traumatique, et on va faire l'intervention rapide sur les lieux à ce moment-là, avec des arrimages qu'on a, puis des collaborations avec différents organismes comme Suicide Action Montréal, avec les centres de crise pour assurer un suivi par la suite. Moi, ça fait le tour. Il y a une diapositive juste à la fin que j'ai mis qui permet de faire la distinction assez rapide, étant donné que c'est 3 services d'urgence, entre le RIC, ESUP, UPS. Je vous ai mis aussi Emery. J'en parle pas aujourd'hui, mais souvent, c'est un service qui est aussi une collaboration avec les policiers, puis que les gens pensent qu'il s'agit d'un service d'urgence et qu'il n'en est pas un. Donc, ça permet aussi de juste distinguer rapidement comment on peut utiliser chacun des services. Eh bien, c'est terminé, Karine? OK. Mais dans ce cas-là, merci beaucoup. Et un grand merci aussi pour cette dernière diapo, parce que depuis des années que je vois passer les noms et de pouvoir les différencier comme ça, je crois que ça va être très utile aussi. Alors, Léonie, là, je vois qu'on est 91 participants.
Il y a quelques questions qui ont été soumises et Léonie, j'aimerais ça t'inviter à partager les questions avec les personnes à qui elles s'adressent. Et c'est génial parce que tout le monde était discipliné et ont été non seulement intéressant, mais synthétique, ce qui laisse la place aux questions et aux échanges. Et si jamais il y avait plus de temps, moi, je vous menace, si vous ne posez pas les questions, c'est un ultimatum, je vais moi-même poser mes propres questions. Parce que c'est rare qu'on a tous ces gens réunis ensemble. C'est vraiment... En fait, il y a beaucoup je dirais, de défis là, dans ce qu'on fait, mais d'avoir tout le monde en même temps et d'avoir 92 participants là, en ce moment qui sont là, je crois que c'est une belle plateforme qu'on a pour échanger. Alors, à toi, Léonie. Merci, Michel. Merci à tous, d'ailleurs. Et j'irai d'abord avec une première question qui est adressée à Guillaume, à l'urgence du Douglas. En fait, une personne se demande si une personne a un trouble concomitant de santé mentale et de toxicomanie, que cette personne est intoxiquée, quelle est la procédure à suivre pour qu'elle soit éventuellement admissible à l'urgence du Douglas? Alors, cette question est destinée à Guillaume. Oui, donc merci beaucoup pour la question. Donc, la comorbidité ou un trouble concomitant, ça arrive souvent. Donc, pour la situation spécifique, lorsque la personne est intoxiquée, malheureusement, on n'est pas équipé pour le sevrage. Donc, la personne doit passer dans une urgence de soins généraux, d'un centre de soins généraux en premier. De là, on va pouvoir prendre le transfert quand la condition médicale va être stabilisée. Donc, les questions de l'intoxication ou de sevrage, c'est des conditions médicales physiques, donc il faut que ce soit le physique qui passe en premier. Par contre, on a des ententes avec nos urgences qui sont proches, donc Verdun, La Chine, La Salle, Lakeshore. Donc, une fois que la condition médicale est stabilisée, ils vont l'envoyer au Douglas pour la consultation en psychiatrie. Sauf que là, on arrive dans là où est-ce que le bas blesse pour les troubles de consommation, c'est que la personne doit quand même vouloir recevoir les services. Donc, dans certains cas, il peut y avoir une garde préventive qui peut être faite dans le temps de soins généraux, donc on va recevoir le patient. Mais si la personne est en statut volontaire, l'intoxication est passée, elle ne veut plus avoir les services, malheureusement, ça va être partie remise. Est-ce que ça va répondre à la question? Je crois que oui. En tout cas, moi, je trouve que ça répond bien. Alors, je me permets, dans ce contexte-là, d'en adresser une à l'autre maison parce que à Cindy et Marie-Claude, parce qu'on avait beaucoup de questions pour l'autre maison. Je débute avec une première. On nous demande, est-ce qu'il y a les services en espagnol pour les personnes qui sont, par exemple, des nouveaux arrivants ici à l'autre maison? Puis, pour ma part, j'ajouterais, Cindy et Marie-Claude, est-ce qu'il y a possibilité, outre l'espagnol, d'avoir aussi des services en d'autres langues à l'autre maison? Merci pour la question. Donc, je vais me permettre de répondre. On a certains intervenants qui parlent espagnol, donc on a la chance de pouvoir, à des moments donnés, d'offrir les services en espagnol, mais je vous dirais que c'est comme peut-être plus limité que anglais-français, ce qui est, dans le fond, la base dans les services qu'on offre. Comme autre langue, dans le fond... je pense que c'est pas mal ça. Il y a d'autres intervenants qui vont parler peut-être d'autres langues, l'arabe un peu ou autre, là, mais ça, c'est relatif dans le fond à ce que l'intervenant qui est en présence peut avoir comme autre habileté. Mais c'est pas toujours au moment du téléphone, c'est l'intervenant qui est là, qui communique. Et s'il y a une possibilité, ça va être acheminé vers une personne qui parle espagnol ou toute autre langue appropriée. Merci Marie-Claude. Et cette question venait de Sandra de Action Prévention Verdun. Et pour qu'on ait Pour qu'on ait le temps de passer à une autre tout de suite, je me permets d'en adresser une plus au niveau des services ESUP ou RIC. Donc, on je voudrais rajouter un point par rapport à Marie. Appelez-nous, puis regardez, on va regarder ce qu'on peut faire. Puis tout ça, je pense que le meilleur moyen, c'est de nous appeler, puis on va regarder ce qu'on peut faire pour voir là, ce qu'il y en est au niveau des demandes et tout ça. Là.
C'est de nous appeler, c'est le meilleur moyen de regarder ça pour voir comment qu'on peut configurer ça là, et tout. Là. Merci, Cindy. Donc, c'est ça, j'en adresse une suivante je pense qu'elle est destinée à UPSJ, mais peut-être aussi que les collègues des UP ou Agent RIC pourront répondre. Donc, en fait, pour UPSJ, on nous demande, faites-vous encore les interventions pour les personnes âgées? Oui, allez-y, Karine. Ben, tu peux terminer ta question, puis je vais compléter. Non, c'est bon, c'est bon. Au niveau des... En fait, il n'y a pas d'âge. Donc, l'idée, c'est que ça prend une personne qui a un état mental perturbé à partir de 14 ans. Une personne âgée, oui, on peut intervenir auprès d'elle, mais dans un contexte où son état mental est perturbé et la met à risque de danger pour elle-même et pour autrui. Quelle que soit la condition, que ce soit parce que il y a une situation physique ou une situation qui était liée à une problématique vraiment de santé mentale connue, ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est que son état mental est perturbé et il y a un potentiel de danger pour elle-même ou pour autrui. Donc, à ce moment-là, on va faire l'intervention en urgence. Merci, Karine. Et j'y vais avec une suivante qui est... Quels sont les recours des proches lorsque la personne n'est pas volontaire ou réfractaire si cette même personne n'est pas suivie par un professionnel ou un intervenant? Donc, c'est une question qui était vraiment destinée là, au service d'urgence psychosociale policier, là, UPSJ, ESUP ou RIC. Dans un contexte d'application de loi 38? C'était pas précisé. Bien, c'est sûr que, sans rentrer dans les détails, il y a quand même des choses qui sont remises à la personne à l'hôpital. Donc, à ce moment-là, je donnerais peut-être plus le relais à Guillaume. Nous, une fois que le transfert est fait, s'il y a des situations, la personne est informée normalement à l'hôpital. Je peux ajouter, si on parle de personnes non volontaires, c'est sûr et certain que si la personne est en crise, nous, on va se fier sur notre évaluation pour forcer ou non un transport. Dans un autre cas, si la personne n'est pas en crise immédiate, on va accompagner la famille pour la requête en évaluation psychiatrique si elle est appropriée à ce moment-là, parce que la personne n'a pas besoin d'être volontaire pour qu'on fasse une requête en évaluation psychiatrique. C'est vraiment selon la dangerosité de la personne, en fait. Karine, es-tu d'accord avec ça? Tout à fait. Ça bien complété. Les commentaires qui a été décrit par mon collègue ou... Est-ce que quelqu'un voulait ajouter quelque chose? On passe à une prochaine question. Alors, j'y vais dans ce cas tout de suite avec une autre question. Quelqu'un nous demandait, avec la crise du logement, les expulsions qui sont fréquentes sur le territoire, des fois, c'est les expulsions justement du logement qui déclenchent une crise. Donc, c'est une question qui est surtout destinée, je crois, à l'autre maison. C'est difficile des fois d'orienter les gens au bon endroit. On se demande, est-ce que c'est hébergement d'urgence? Comment on fait pour savoir où orienter si ce n'est pas un candidat pour l'autre maison? Est-ce que vous avez des idées, mesdames, dans des contextes là, de crise qui sont générés par la crise du logement? Ben oui, mais donc merci pour la question. Alors, je vais me permettre de répondre là. Dans le fond, la personne, moindrement qu'elle aurait des doutes par rapport à la situation ou une référence d'une tierce, là, juste en nous appelant, mais ça va nous permettre d'éclairer ce qui se passe puis comment qu'on pourrait être en mesure de l'aider. C'est un déménagement ou une situation, crise de logement, ça peut faire susciter une crise tout dépendamment pour chaque personne. Alors, c'est vraiment du cas par cas. On peut pas dire comme « Ah oui, cette situation-là », puis « Ah non, l'autre ». Il suffit de nous contacter, puis on pourra se permettre d'explorer ce qu'il y en a. Mais c'est possible. Merci infiniment. Michel, je pense... Léonie. Oui, bonjour. On vient de revenir. Le système nous avait comme déplugué. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter sur les questions que vous avez entendues?
Ben, j'ai manqué la fin de la réponse à Karine, mais ça semblait complet. Je ne sais pas si elle vous a parlé d'orienter des familles vers les évaluations les demandes d'évaluation psychiatrique. Oui? OK, bon, ben, pas mal complet. C'est Annie qui a complété la réponse. Ah, merci, Annie. Il nous reste encore un petit peu de temps pour les questions. Ici, on en a une autre pour UPSJ. Doit-on avoir un partenariat formel du type signature pour que notre organisme puisse avoir accès à vos services ou on peut vous appeler directement? Donc, c'est une question qui vient du Carrefour Jeunesse Emploi du Sud-Ouest. Non, il n'y a pas de partenariat formel. C'est juste qu'on explique un peu les services avant de remettre nos coordonnées confidentielles. Mais à partir du moment où on donne notre numéro, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de signature, il n'y a pas rien. On peut nous appeler pour avoir des informations à tout moment. Merci. Et une autre question anonyme, celle-ci pour le service RIC. Est-ce que vous avez de l'expérience avec des clients qui ont un trouble du spectre autistique ou une déficience intellectuelle? C'est drôle, c'est une question qui revient souvent. On a été consulté par des étudiants là, qui ont établi une espèce de tableau de communication pour les gens avec le TSA. On a été heureux de collaborer à ça. Est-ce qu'on a une expertise? Non. Est-ce qu'on en parle durant la formation? Oui. Il faut comprendre que la formation qu'on a avec le psychiatre Dr. Farmer, particulièrement, c'est un 4 heures qu'on a avec lui. Donc, on overview un peu les grandes caractéristiques de santé mentale avec les grands comportements généraux, si on peut dire, là, qui concernent ces différents types-là. On en discute, mais on ne va pas dans le précis. Je vous dirais que pour 2021, on est en train de plancher sur un perfectionnement de nos 300 agents RIC, justement pour les surspécialiser un petit peu dans ce domaine-là. Donc, à la formation initiale, non, mais d'ici 2021, on va faire ça. Merci, Dominique. Et j'en profite pour vous en poser une autre. On nous demande, est-ce que les policiers RIC se concentrent dans des zones spécifiques de Montréal, par exemple, là où il y aurait des clientèles particulières, comme des personnes plus de personnes en situation d'itinérance, par exemple? Je vais vous répondre oui. Dans le sens que le premier mandat, c'est de faire l'entièreté de la couverture entière de l'île de Montréal. Donc, autant qu'à Sainte-Anne-de-Bellevue, qu'à Pointe-aux-Trembles, qu'au Centre-Sud, on a des agents RIC sur l'ensemble du territoire. Vous n'êtes pas sans savoir que, par exemple, dans le coin du parc Émilie-Gamelin, par exemple, ou dans ces secteurs-là, il y a beaucoup plus d'itinérance, de problématiques. On ne se cachera pas que le poste de quartier 21, on a beaucoup d'agents RIC dans ce poste-là. On en a formé plus. Même chose, par exemple, pour le poste de quartier 16, qui ont beaucoup de résidences intermédiaires affiliées à Dodlus. Donc, où il y a beaucoup d'interventions qui doivent se faire auprès de cette clientèle-là. Donc, les postes de quartier où il y a beaucoup, comme le PDQ 48 avec l'Institut universitaire en santé mentale. Donc, on a formé plus de policiers dans ces postes de quartier-là, mais la couverture est entière au niveau du SPVM. Merci infiniment. Je pense qu'on a peut-être le temps pour une dernière question pour le centre de crise. Michel, dis-moi non si j'ai tort. Non, on est correct, on est correct. On est correct? Alors, je vais même en combiner deux là, pour qu'on puisse profiter pleinement de chaque seconde. Il y a une personne qui nous demande, pour le centre de crise, donc quelqu'un qui serait connu du centre, qui serait déjà allé en désintoxication et qui se représente au centre de crise alors qu'il est intoxiqué. Quel type d'intervention feriez-vous pour cette personne-là? Mais nous, c'est sûr, donc encore merci pour une autre question. En fait, nous, c'est sûr, notre porte d'entrée principale, c'est au téléphone. Donc, on va favoriser que les gens nous communiquent par téléphone. Donc,
en se présentant en personne, habituellement, c'est pas notre formule. De cette manière-là, c'est sûr que là, encore là, c'est du cas par cas. Si la personne est intoxiquée, si je reprends un peu les propos comme Guillaume il a dit tantôt, il y a quand même une condition médicale qui requiert des fois d'être explorée. Tout dépendamment de la gravité de la situation, des fois, on va se permettre si la personne collabore minimalement, de voir un filet de sécurité. Et sinon, on va référer vers les services appropriés, urgence toxico, ou sinon vers un hôpital. Donc, dans ces cas-là, c'est vraiment, c'est du cas par cas encore là, selon la situation, le contexte. Et une autre petite question éclair là, pour Marie-Claude et Cindy, peut-être la dernière pour l'autre maison. Est-ce que votre clientèle est restreinte là, seulement à la population du Sud-Ouest Verdun, ou si toute personne de l'ensemble de Montréal pourrait s'adresser à l'autre maison? On essaie d'éviter la sectorisation en santé mentale. Alors, toute personne, peu importe le secteur, peut nous contacter, avoir des services. Des fois, c'est des personnes aussi qui habitaient avant Verdun, nous connaissaient, mais finalement ont déménagé à l'extérieur. Alors, c'est possible encore de recevoir ces services à l'autre maison. C'est sûr que par contre, mettons, quand il revient à la personne de se déplacer, des fois, on va comme favoriser que la personne pour elle-même son propre déplacement. Alors, ça devient à ce moment-là un peu le gré de la personne. Voilà. Merci. Michel, est-ce qu'on a le temps encore pour une autre? Oui, Léonie, regarde, il y a une question. Oui, on a encore au moins 7 minutes. Est-ce que il y a une question? Oui, Marie-Claude? Excusez, je ne veux pas vous couper, monsieur. Je voulais juste peut-être ajouter un petit élément. En ajout peut-être tantôt avec la question pour la crise de logement. Différemment, si mettons une personne se cherche une place où rester, dans ce cas-là aussi, des fois, ça peut arriver que les gens vont contacter les centres de crise dans ce motif-là. Moi, c'est important juste de mentionner que l'hébergement est un outil d'intervention au centre de crise. Donc, nous, c'est beaucoup le suivi de crise qu'on va prioriser, qu'on va, dans le fond, vouloir offrir pour accompagner les personnes dans les difficultés qu'ils vont vivre. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment varié et c'est du cas par cas, que ça soit logement, peu importe. Mais c'est aussi une nuance à faire qui est un outil d'intervention et non un hébergement. Comme une ressource d'hébergement comme telle. Voilà. Merci, Marie-Claude. Il y a d'autres questions qui se sont ajoutées, Léonie. Peut-être tu peux continuer, mais il y en a une qui demandait, lors d'une référence, le client doit-il faire un COVID-19 négatif et amener la preuve? Et je me disais, on n'a pas abordé cette question-là. Ça fait du bien aussi de ne pas en parler, mais est-ce que on sait que cette situation-là de la COVID a amené beaucoup de tensions, spécialement nous, les gens qui sont les plus vulnérables. Il y a des services qui ne peuvent pas être offerts comme avant. Il y a toutes sortes les circonstances font que il y a un prêt payé au niveau de la santé mentale et les gens craignent les services et tout ça. Moi, je vous dirais, en répondant à cette question-là des tests COVID, si vous pouviez dire, moi je l'adresserai à vous tous, là, est-ce que vous pourriez dire, vous, dans vos services ou dans les références ou votre façon d'interagir, c'est quelque chose de majeur qui a changé, ou juste nous donner comme juste une réaction face à ça, comment vous réussissez à fonctionner à l'intérieur de ce nouveau contexte? Alors, je commencerai peut-être avec l'urgence psychiatrique. Est-ce qu'il y a moyen d'ouvrir les micros? Est-ce que Guillaume est encore là? Ou quiconque voudrait... Oui, mon micro est maintenant activé. Merci beaucoup. Donc, pour le Douglas, c'est sûr qu'il y a une tente où est-ce qu'il y a un pré-dépistage COVID. Donc, si la personne est symptomatique COVID, on parle de toux ou de problèmes respiratoires associés. À ce moment-ci, ce n'est pas la psychiatrie, c'est l'hôpital de santé physique. Par contre, si la personne se présente et ne sait pas qu'elle est COVID ou qu'elle pourrait être
qu'elle n'a pas vraiment de symptômes, bien, à ce moment-ci, oui, la personne va être évaluée et la personne doit rester avec nous. On va faire on va faire un dépistage. Elle va être gardée le temps qu'il faut. Et pour nous, s'il y a un COVID positif, ben c'est pas grave. Le Douglas a une unité psychiatrique désignée COVID. Donc, là-dessus, il n'y a pas vraiment de problème. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires, réponses des autres présentateurs? Pour UPS Justice et ZUP, il n'y a pas de changement. Au niveau des interventions, elles ont lieu quand même malgré tout dans le milieu. Donc, on respecte les protocoles qui sont nécessaires, mais l'intervention de crise prime. Nous, je pourrais dire que deux mots qui me viennent en tête, c'est adaptation puis ajustement. Donc, c'est pas mal ça qui nous suit, mais on est bien chanceux qu'on n'a eu aucun cas à l'autre maison. Alors, toutes les mesures qu'on prend à ce moment-là sont bien efficaces. Ouais, voilà. Merci. Léonie, est-ce que tu veux compléter? Peut-être qu'il y avait une autre question aussi, si tu sens qu'on a fait le cours. Il y avait quelqu'un qui se demandait comment faire une référence vers la désintox. Alors ça, c'est peut-être une question un petit peu complexe à aborder avec quelques minutes qui restent, mais peut-être que quelqu'un est capable de donner une petite référence rapide. Oui, Guillaume? Oui, donc la manière rapide, urgence toxico avec le Centre de réadaptation de dépendance de Montréal, 514-288-1515. On va ajouter le numéro sur notre site web avec l'information. Si vous n'avez pas eu le temps de le noter, ne vous inquiétez pas. Et Louise se demandait, servez-vous une clientèle jeune fugueur? Mais là, je ne sais pas à qui s'adressait cette question. On peut peut-être l'adresser à UPSJ. C'est pas tant jeune fugueur. Nous, c'est 14 ans et plus avec un état mental perturbé. Donc, c'est pas si la fugue est principale, là, c'est pas nécessairement notre lieu à nous. Ça va plus au niveau des centres jeunesse, probablement. Et à l'autre maison, est-ce que vous recevez des mineurs? Je pense que c'est 18 ans et plus. C'est 18 ans et plus. Si à ce moment-là, il y a comme la personne a 17 ans, quoi que ce soit, des fois, il peut y avoir des exceptions, là, mais dans la majorité, c'est 18 ans et plus. Là. Il y a une personne posait aussi une question intéressante sur les personnes qui sont sous traitement par agonistes opioïdes, donc de substitution là, pour un trouble lié à l'utilisation d'opioïdes. Comment on compose avec ce besoin quotidien, soit en centre de crise ou à Douglas? Guillaume, votre micro est activé, vous pouvez toujours y aller. Parfait. Donc, pour Douglas, on a une pharmacie en établissement, donc le supplément est disponible. Cindy et Marie-Claude, je ne sais pas si ça vous arrive couramment d'avoir des personnes qui sont sous traitement par agonistes opioïdes, de méthadone, de Suboxone. Mais la question, je ne suis pas sûre de comprendre, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça si la personne prend des opioïdes? Si vous avez une pharmacie, par exemple, à l'autre maison pour que la personne puisse aller chercher sa médication quotidiennement. OK. Oui, la personne peut se faire livrer la médication si besoin, peut aller la chercher. Nous, on ne va pas contrôler la médication des personnes au centre de crise, seulement dans un contexte de dangerosité qu'ils vont nous demander pour assurer leur sécurité. Des fois, ça va être dans ce principe-là, mais dans la majorité du temps, les gens vont garder cette médication avec eux. Merci. Je pense qu'on a réussi à faire le tour. Et quelqu'un a gentiment écrit le numéro que Guillaume avait indiqué tout à l'heure là, pour une référence en détox. Dans ce cas-là, Léonie, je crois qu'on avait une vingtaine de commentaires, questions. S'il y a d'autres éléments, on verra. Consultez le site web formationcroisée.com. Vous allez avoir accès au PowerPoint
à l'enregistrement de la session. Ça ne sera peut-être pas tout de suite, il faut juste faire un petit exercice de montage. On n'est pas non plus des spécialistes de ce genre d'activité, mais j'aimerais vous remercier de votre participation aujourd'hui et aussi de la discipline dont vous avez fait preuve tout au long. Il y avait 7 personnes qui ont 6 personnes qui ont présenté. Il y avait eu les échanges. Il y avait 22, je vois qu'il y a 22 commentaires qui sont apparus. Ici, bizarrement, au niveau technique, tout semble avoir fonctionné. C'est une des rares expériences que j'ai où ça fonctionne bien. On s'attendait à tout. On a même, merci à l'équipe technique qui avait monté un système parallèle pour qu'on puisse se réfugier dans une autre salle pour pouvoir poursuivre parce qu'on s'attendait à ce que ça gèle. Et aussi, merci. Le financement, ce programme-là, il est financé en partie Santé Canada, Ministère de Santé et Services sociaux et la contribution souvent en nature de nos partenaires principaux, l'Institut Douglas, le CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal, l'Institut universitaire sur les dépendances. Merci aux conférenciers qui sont prêtés à peu de temps, hein, David. Vous avez super bien fait. Et j'ai animé là, 19 événements là, du genre dans les gros événements. Je n'ai jamais réussi à faire terminer les gens en temps. Je prends un malin plaisir à les couper. Et là, tout s'est fait comme sur des roulettes. Merci beaucoup à vous tous pour votre discipline, votre préparation. Merci au comité de suivi qui nous avait suggéré ça. Merci aux gens de la direction santé mentale ici aussi qui nous avaient proposé de monter ce genre d'événement. Merci à l'équipe organisatrice, Cathy des communications, Léonie, Diana, Laura, qui sont de l'équipe ici, là, et Diana qui s'occupe qui aide à la coordination avec Léonie qui coordonne. Laura aussi qui nous a aidé. Christelle qui aussi est venue nous prêter main forte et l'équipe technique, Richard et Jean-Charles. Merci à vous tous pour nous avoir permis de monter cette activité qui se termine exactement dans le temps. Alors, c'est un grand plaisir. Remplissez le questionnaire d'évaluation. On a besoin de votre feedback. On va essayer de faire mieux encore la prochaine fois. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont participé. C'est donc bon signe. Ça répond toujours à un besoin et on essaiera de faire encore mieux la prochaine fois si c'est possible. Merci à vous tous. Vous pouvez nous suivre, comme je disais, sur le Formation Croisée, le site Facebook. Salut à tous.